fait, c'est ce que je dis en plaisantant, j'ai fait la guerre de 14-68. Parce qu'en fait, quand j'étais gamin, je rentrais de l'école, ma mère m'avait préparé le goûter, mais elle et mon père n'étaient pas là. Et donc c'était mon grand-oncle qui avait ma garde. Ce grand-oncle donc, était né en 1902. Et donc en 1918, à 16 ans, il est parti faire la guerre de 14 dans les tranchées. Quand je revenais à la maison, pendant à peu près 2 ans, j'avais le droit à 1 heure ou 2 du récit des tranchées de la guerre de 14. C'est pour ça que je dis que j'ai fait la guerre de 14, parce que j'en étais très imprégné. Il m'en est resté 2 éléments principaux. Savoir que pour être un homme et tenir le coup, il fallait fumer et boire de l'alcool, boire du vin rouge essentiellement. Et la deuxième chose qui m'est restée et qui est là beaucoup plus grave, c'est que ça m'a donné une sainte horreur de la guerre. C'est quelque chose qui est vraiment épouvantable. Ensuite, j'ai grandi et comme je suis né en 1950, j'ai connu aussi beaucoup de gens qui avaient participé à la Deuxième Guerre mondiale et qui a marqué les esprits jusqu'à encore pendant longtemps chez les Français, chez tous les Français. Ensuite, comme je suis né en 1950, en 1968, j'étais juste à la maille pour faire la Révolution et j'ai participé au mouvement de mai 68. Ce faisant, après, je suis allé passer mon bac en Angleterre parce que j'étais un peu persona ingrata, comme on dit, dans ma ville natale. Et là-bas, en Angleterre, j'ai fait une école de commerce pour connaître un petit peu les techniques de l'ennemi, ce que je considérais comme l'ennemi à l'époque. C'est au cours de mes études donc, dans cette école de commerce internationale que j'ai, dans une librairie, trouvé 2 livres qui m'ont interpellé. Le premier était un livre de Taylor, Robert Taylor, donc, qui en 1965 déjà décrivait tout ce qu'on voit maintenant au niveau des OGM, des clones et de toutes les modifications génétiques qui existent. Quelque chose qui m'a interpellé bien sûr. Et également, j'ai vu un livre de Goldsmith qui était quelqu'un qui s'occupait de l'environnement et qui parlait déjà de tous les problèmes environnementaux dont on parle à l'heure actuelle et également bien sûr des problèmes de l'énergie nucléaire. Après ces études en Angleterre, je suis retourné en France pour faire mon stage pratique d'école de commerce. Et comme je m'étais branché sur l'écologie, alors que personne ne connaissait ce mot à l'époque, je me suis fait embaucher par la société Lemaire-Boucher, qui était la représentante de l'agriculture biologique, pour développer l'agriculture biologique dans l'Aveyron. À ce moment-là, j'ai commencé à soigner les bêtes également, parce qu'on soignait le sol avec des oligo-éléments essentiellement, et les bêtes, on avait un manuel de soins qui avait été préparé par le docteur Henri Candon, qui était un vétérinaire homéopathe, et qui nous avait préparé des recettes pour soigner tous les animaux de la ferme, de la basse-cour au gros bétail. Bon, on soignait avec essentiellement du chlorure de magnésium, des essences de plantes, de l'homéopathie et des oligo-éléments. Et avec ces méthodes, on soignait la plupart des bêtes, beaucoup mieux que les vétérinaires avec les armes massives des antibiotiques. Nous, simplement avec ces éléments de base et naturels, on les soignait beaucoup mieux et à un coût 10 fois moindre. Et on en soignait facilement, on en guérissait facilement 2 fois plus. Ce qui me fait penser d'ailleurs à l'heure actuelle, quand on voit qu'on abat des troupeaux, si on peut dire, de canards ou de poules entiers, etc., alors que j'ai eu soigné des centaines de poules atteintes de la grippe aviaire simplement avec ces méthodes-là. On est en 1974, 72, le début de ma... Et 74, c'est là que je décide de faire médecine, parce que je me dis que soigner les animaux et la terre, c'est bien, mais par contre, soigner les hommes, ça devait être intéressant et j'avais envie de soigner les hommes. Donc je me suis inscrit en fac de médecine en 1974. Pendant les 6 premiers mois, j'étais à cheval entre mes études de médecine
et mon agriculture biologique dans l'Aveyron, où je passais la main à quelqu'un qui me succédait. Voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé médecine à la faculté de Montpellier. Au tout début de mes études de médecine, j'ai vu qu'il y avait un stage de phytothérapie qui se déroulait à Villecontal, dans l'Aveyron. Je suis né natif de Rodez et bon, Villecontal n'était pas loin. Et pendant les vacances, donc c'était un stage qui était important puisqu'il durait pendant 3-4 semaines et qui était organisé par Madame Claudine Lu et son mari Vin Lu. Elle, Claudine, est docteur en pharmacie, faisait des travaux de recherche à ce moment-là à la faculté de pharmacie de Montpellier. Et lui, Vin, était assistant de maître de conférence à la faculté de physique de Montpellier. Mais ils étaient passionnés pour Claudine de plantes et de phytothérapie et pour Vin de tradition chinoise et notamment de taoïsme. Et c'est comme ça que j'ai connu le taoïsme et Vin m'a mis le pied à l'étrier pour m'inspirer et m'aider à commencer à apprendre l'acupuncture qui était la seule accessible en France à ce moment-là. Vin, il faut savoir aussi qu'il était le fils de médecins taoïstes au Vietnam, donc, et qu'il suivait souvent son père dans ses tournées. Et à l'époque, le médecin chinois, ou vietnamien dans le cas, devait passer une semaine dans une famille, observer tous les gens et leur donner des conseils sur la façon dont il fallait qu'ils vivent, qu'ils se comportent et ce qu'ils mangent. Et si jamais il était payé pour ça. Si jamais il tombait malade, il devait aller lui-même cueillir les plantes pour aller les soigner gratuitement. Ce qui montre une autre mentalité donc de la médecine. Ensuite, donc, Vin, quand il est venu en France, s'est intéressé avec son épouse Claudine à l'homéopathie. Et donc, il faisait à ce moment-là des travaux sur l'homéopathie. On a essayé de développer cette homéopathie aussi avec différents intervenants, dont Jean-Pierre Loupias, Dr Foucault, Dr Gaucher et Claudine Lu. Et personnellement, je m'occupais du côté administratif de la mise en place du CEDH, qui était le Centre d'enseignement et de diffusion de l'homéopathie, qui a eu quelques bonnes années de vie par la suite. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Claudine a fait ses travaux sur le principe qui lui a été suggéré par son mari Vin. C'est-à-dire qu'on parle de la mémoire de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on considérait les dilutions homéopathiques. On sait qu'une dilution homéopathique en 5CH, par exemple, va agir davantage sur les symptômes corporels. Et plus on monte en dilution, plus on va agir, si le remède est bien choisi, à la fois sur les symptômes corporels, mais aussi sur les symptômes psychiques et voire spirituels. Le problème, d'un point de vue physique ordinaire, c'est qu'à la 15e centésimale allemande, on a dépassé de 1 million de fois le nombre d'Avogadro, et donc on a une chance sur 1 million de trouver une molécule du produit originel dans 22 litres 4 d'eau, si mes souvenirs sont exacts. Si on considère que l'on est soigné par le médicament, on n'a aucune chance d'être soigné par une granule d'homéopathie en 15 CH. Le problème, c'est que du point de vue clinique, on voit bien que ces dilutions, ces hautes dilutions marchent bien et marchent mieux encore quand elles sont bien indiquées que les basses dilutions. On s'est dit qu'il y a un problème. Et Vin a résolu le problème en parlant de ce qu'il appelait l'absence absolue et l'absence relative. L'absence absolue, c'est toi et moi avant qu'on se rencontre. Par contre, l'absence relative, c'est quand on s'est rencontrés, on se sépare, donc il y a une absence, mais elle est relative parce que chacun a laissé quelque chose à l'autre. Et il y a eu une transformation. Donc ils ont dit, s'il faut étudier quelque chose, il faut étudier le solvant du médicament homéopathique. Et donc ils ont étudié comme ça la mémoire de l'eau, avec des analyses au rayon Raman laser, pour voir que le spectre de l'eau, du solvant, donc de homéopathique, changeait au fur et à mesure des dilutions et était caractéristique d'un produit donné. Donc ça a été les premiers travaux sur la mémoire de l'eau qui ont été réalisés par Claudine Lu, sous l'impulsion, je pourrais dire, et l'intuition de Vin, qui était taoïste dans l'âme.
Alors, il y a eu des publications, mais qui sont restées au niveau de la faculté de pharmacie de Montpellier et, je présume, des laboratoires Boiron, puisque c'était les laboratoires Boiron qui finançaient ces recherches à l'époque. Et ensuite, ils ont été repris malheureusement de façon indépendante par Benveniste, qui a trouvé la même chose, mais les protocoles étant différents, les résultats n'ont pas pu être confirmés, puisque au niveau universitaire, il faut toujours 2 études indépendantes pour pouvoir affirmer quelque chose. À la fin de mes études, j'ai commencé à faire le SAMU à Paris. Au bout de 6 mois, j'ai été obligé d'arrêter parce que j'avais des lumbagos à répétition, parce que, à l'époque, et je pense que c'est toujours pareil, quand on faisait le SAMU, on ne regardait pas si on était médecin, brancardier ou autre. Tout le monde participait au transport des malades. Donc c'était un métier très physique et je ne tenais pas le coup. Je faisais des lumbagos à répétition et ça ne marchait pas. J'ai arrêté et je me suis installé avec un confrère comme acupuncteur, homéopathe et médecin généraliste à Charleville-Mézières dans les Ardennes. En étant installé, je me suis aperçu à ce moment-là que mes lumbagos à répétition devenaient de plus en plus fréquents. Ayant fait médecine, j'ai réfléchi et j'ai pensé que ça pouvait être une spondylarthrite ankylosante. Donc la spondylarthrite ankylosante est une maladie auto-immune. Les maladies auto-immunes à l'époque n'étaient pas très fréquentes et c'est le fait que j'ai fait médecine qui m'a permis de penser à ça et j'ai fait des analyses qui m'ont montré que je faisais effectivement une spondylarthrite ankylosante, confirmée un peu plus tard par l'analyse du sang avec ce qu'on appelle un HLA P27 positif, c'est-à-dire un gène prédisposant aux spondylarthrites ankylosante. En 2 mots, ce style d'arthrite, spondylarthrite, comme les polyarthrites ou d'autres arthrites, est très douloureux et ça évolue par période, par crise, de 3 semaines à 1 mois. Très douloureuse, où on ne peut rien faire. C'est inflammatoire et donc c'est calmé par le mouvement. Quand on bouge, les douleurs disparaissent, mais quand on s'arrête, les douleurs apparaissent et deviennent très importantes. Donc il y a un dérouillage au départ. On est réveillé très rapidement après 1 heure ou 2 de sommeil par la douleur qui revient. On est obligé de bouger pour enlever la douleur et puis après on se rendort. Alors c'est vraiment quelque chose qui est affreux. Après on passe 1 mois, 2 mois de tranquille et ça repart. Voyant ça, j'ai essayé un petit peu tout ce qui était possible pour me soigner du point de vue et des médecines alternatives et des médecines classiques, mais rien n'y faisait. À l'époque, j'avais même pris la lamaline qui venait juste de sortir, qui est un opioïde, si on peut dire. Même ça ne réussit pas à calmer les douleurs. Je suis donc installé à Charleville-Mézières. J'ai l'opportunité à ce moment-là de partir en Chine pour étudier la médecine traditionnelle chinoise. Opportunité que je prends volontiers pour 2 raisons. D'une part pour me perfectionner en médecine chinoise, mais aussi et surtout, peut-être, parce que je me suis dit, peut-être que là-bas, je trouverai à me soigner et à me guérir de cette spondylarthrite ankylosante. Je suis donc parti en Chine, donc en 1985, fin 1985. Très rapidement, mes symptômes se sont arrêtés là-bas, tant et si bien que quand on est malade, on y pense sans arrêt. Là-bas, j'y pensais plus, et en plus, j'avais tellement de choses à découvrir et à apprendre que je n'y pensais plus. Je reviens en France l'été, j'avais prévu de passer tous les mois d'août pour revenir en famille, voir ma famille. Le mois d'août, je reviens et je ressens quelques petits symptômes. Puis je repars en Chine et je repasse 1 année sans aucun problème. Je reviens en France la deuxième année, au mois d'août, et à ce moment-là, je déclenche carrément une crise importante de spondylarthrite ankylosante. Je dis, je vais repartir de suite en Chine, je retourne, et je devais aller voir un médecin que j'avais connu, un médecin de médecine traditionnelle chinoise, qui était très bien, très bon. Et malheureusement, il était en déplacement, en mission comme on dit là-bas à l'époque, pour 1 dizaine de jours. Et ça a été une grande chance pour moi, parce qu'il m'aurait soigné avec des médicaments. J'aurais pensé que c'était ces médicaments qui m'avaient soigné, mais quand il est revenu 10 jours après, je n'avais plus rien. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions et à me dire qu'il y avait autre chose. Et j'ai essayé de comprendre et j'ai pensé que ça pouvait être l'alimentation. Or, les Chinois sont comme les Français, ils mangent de tout, mais par contre, il n'y avait strictement à l'époque aucun laitage. Ils ne mangeaient aucun laitage.
j'ai réfléchi au niveau de la médecine chinoise. Et donc les laitages portent, si vous voulez, de la chaleur et de l'humidité au niveau de l'estomac. C'est un peu technique chinoise. Mais bon. Et donc ces laitages vont se transformer en glaires. Ces glaires qui sont transformées par la digestion vont boucher les méridiens. Alors c'est des terminologies chinoises. Mais il faut bien comprendre que le méridien, en fait, c'est un terme français qui ne correspond pas à la réalité de ce qui est dit en chinois. Puisqu'en chinois, c'est un canal souterrain. Un canal souterrain qui doit conduire un liquide. Ce liquide, c'est le qi. Et le qi, c'est donc le souffle et l'énergie vitale qui circulent dans notre corps et qui va nourrir toutes les cellules entièrement, jusqu'à la dernière cellule, pour pouvoir maintenir la vie en bon état. Si dans ce canal vous mettez des glaires et quelque chose qui bouche, au niveau en dessous de ce bouchon, vous allez avoir un vide, le qi ne va pas circuler, et au-dessus, vous allez avoir une plénitude, parce que le qi va se bloquer et va être trop fort. Donc, va créer des douleurs, d'une part, et des insuffisances en dessous du niveau du bouchon de glaire. À partir de ce moment-là, j'ai compris il y avait une grosse différence entre la Chine et la France, c'est qu'on mange de tout, mais à l'époque, il n'y avait strictement aucun laitage. Donc j'ai compris que c'était les laitages qui étaient générateurs de glaire et qui provoquaient des maladies. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de consommer des laitages sous quelque forme que ce soit, et je n'ai plus jamais fait de crise, sauf lors d'exceptions prolongées, où j'ai été obligé, une fois j'étais en Angleterre pendant 6 jours, et là bon, j'ai été obligé de manger un peu n'importe comment, et 6 jours après j'avais des douleurs qui revenaient. Alors quand je parle de laitage, ce sont des laitages animaux, parce que tous les laits végétaux ne posent aucun problème. Ce sont les protéines en fait du lait de vache, de chèvre ou d'ânesse ou n'importe, qui posent problème. Le soja donc, est récriminé par rapport à certaines études qui ont été menées par les Américains en particulier. Ce sont des études mensongères parce qu'elles ne correspondent pas à la réalité. On a essayé de montrer que le soja était cancérigène et mauvais pour le sein, alors qu'il n'y a absolument aucune réalité là derrière, vu que tout en Chine et au Japon, on consomme énormément de soja. Il y a beaucoup moins de cancer du sein et de la prostate, parce que c'est deux formes de cancer qui sont liées quelque part, en Chine qu'en Occident. Et l'expérimentation a été biaisée, puisque quand on fait cette expérimentation, on prend des cellules de rats précancéreuses qu'on met dans une boîte de pétri, dans un bouillon de culture, et on rajoute des phytoestrogènes de soja. Donc c'est effectivement des œstrogènes végétaux qui sont rajoutés. Et à ce moment-là, les cellules de la rate vont capter ce phytoestrogène de soja et vont, comme elles sont hormonodépendantes, vont favoriser la prolifération des cellules cancéreuses. Mais dans cette boîte de pétri, si on ajoutait de l'estrogène animal, que tout le monde a, hommes et femmes, nous avons tous des estrogènes animaux, si on ajoute de l'estrogène animal dans cette boîte de pétri, à ce moment-là, le cancer se développe à partir des estrogènes animaux. Et l'estrogène végétal a moins d'affinité pour la cellule cancéreuse que l'estrogène animal. Donc vous pouvez prendre autant que vous voulez de soja, cela n'aura aucune influence sur les cellules cancéreuses hormonodépendantes. Et au contraire, on le voit dans toutes les analyses globales, beaucoup moins de cancer du sein et de la prostate en Chine et au Japon. Au niveau de cette réflexion sur l'alimentation, je prendrai une comparaison simple. Nous sommes un organisme et je vais le comparer à une voiture, puisqu'on est dans une société un peu mécaniste. Je le compare à une voiture. Si vous avez une voiture qui marche au GPL et que vous y mettez de l'essence ou du gasoil dedans, ça ne va pas le faire. Alors, j'ai pris GPL parce que ce sont également les initiales des glucides, protides et lipides. Voilà. Bon, vous émettez donc dans votre voiture, vous mettez du GPL, donc vous avez le bon carburant. Mais si vous n'ajoutez pas l'air nécessaire à la carburation, votre voiture ne marchera pas. Et une fois que vous aurez ajouté l'air nécessaire à la bonne carburation, si vous ne mettez pas quelqu'un au volant, cette voiture n'avancera pas non plus. Il faut
que notre corps ait les bons aliments, et l'air qu'il faut pour respirer, et également la spiritualité nécessaire pour pouvoir avancer comme il faut. On se nourrit de différents éléments, les aliments et les boissons, bien entendu, le psychisme et l'air, qui sont importants, et la spiritualité. Sans ces trois éléments, on ne peut pas parler d'une bonne nutrition, d'une bonne alimentation du corps, au sens large du terme. Et c'est à mettre en relation ces trois niveaux avec l'esprit, l'âme et le corps de la tradition occidentale. L'esprit, l'âme et le corps de la tradition occidentale sont à peu près l'équivalent de ce que les Chinois appellent le ciel, l'homme et la terre. Et en fait, pour les Chinois, et pour les Occidentaux c'est un peu le même rapport, le ciel influence la terre, c'est-à-dire le corps, et l'influence du ciel sur le corps va produire l'âme, va produire l'animation, le mouvement et tout ce qui est psychisme, tout ce qui est émotionnel également. Donc l'esprit en fait est le principe créateur universel, et c'est ce que les Chinois appellent le ciel, qui va donc mettre en mouvement la matière, le corps, donc, et souvent certaines lois. Et il faut que l'on se conforme à ces lois plutôt que de s'y opposer. À l'heure actuelle, la tendance est plutôt de vouloir être plus fort que la nature et de lutter contre les lois naturelles. Mais bon, c'est un petit peu comme vouloir lutter contre la gravité. Quand ça tombe, ça tombe. Pour ce qui est des lois naturelles également, au niveau du corps qui correspond à la terre des Chinois, c'est vraiment l'alimentation et les boissons qui sont le principal élément et sur lesquels il faut être très strict. Voilà. Pour ce qui concerne l'âme, donc c'est la façon de l'âme qui correspond à l'homme des Chinois, c'est la façon de mettre en mouvement ce souffle et cette énergie dans tout le corps pour l'animer, pour lui donner vie. J'ai mis au point une méthode par rapport à toute mon expérience à la fois pratique et théorique. Cette méthode s'appelle la méthode BMTBV, qui sont les initiales de bien manger, très bien vivre. J'ai toujours été un bon vivant, donc c'est pour ça que j'ai fait attention à ce que ma méthode ne soit pas trop restrictive et contraignante. Voilà, c'est une question surtout d'organisation pour mettre en place la méthode, et on peut toujours mener une bonne vie avec cette méthode. Cette méthode repose sur d'abord les deux principes d'Hippocrate. D'abord ne pas nuire, et ensuite, d'abord ne pas nuire, c'est surtout ne pas amener des aliments qu'on ne saura pas digérer. Et ensuite, le deuxième principe, c'est que l'aliment soit un médicament. Et que l'aliment soit un médicament, là-dessus, on est sur les principes davantage de Barry Sears, de ce qu'on appelle le juste milieu, c'est savoir équilibrer les glucides, protides et lipides pour pouvoir rester toujours normoglycémique, être toujours avec la même quantité de sucre dans le sang. Et la troisième partie de la méthode, c'est un principe chinois à ce moment-là, c'est le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est la vie, c'est la façon justement de mettre en mouvement ce souffle et cette énergie dans les méridiens et faire circuler dans tout le corps avec ce qu'on appelle donc le Qigong, communément appelé gymnastique chinoise. Le premier principe d'Hippocrate, c'est de ne pas ingérer des aliments ou des boissons qu'on n'est pas capable de digérer, qu'on ne sait pas digérer. Il faut savoir que les protéines sont digérées en quelque sorte par les enzymes. Ces enzymes vont découper les protéines en petits fragments, en petits éléments, qui sont les acides aminés ou des petits peptides, et ensuite qui vont être repris par le foie ou par différentes structures de l'organisme pour reconstruire les protéines qui ont été consommées dans la journée par le corps. À ce propos, simplement le fait de rester sans bouger, mais d'avoir le cœur qui bat et de respirer, on consomme des protéines. Donc il faut qu'on reconstruise ces protéines, et on les reconstruit à partir des protéines qu'on ingère. Malheureusement, à partir de l'âge de 2 ou 3 ans, les enzymes protéiques, les protéases, donc pour digérer les protéines du lait, disparaissent de l'organisme. C'est la période du sevrage. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus la possibilité de digérer les aliments lactés de lait animal. Alors ça, c'était pour les laitages, mais d'autre part, il y a aussi un problème avec les céréales qui sont génétiquement modifiées depuis 8 ou 10 000 ans. Il y a 8 ou 10 000 ans, l'homme qui était chasseur-cueilleur s'est sédentarisé
est devenu paysan, agriculteur, et il a commencé à exploiter la terre davantage. Avant, les chasseurs-cueilleurs ne faisaient que récolter ce qu'ils trouvaient sur leur passage. Quand ils sont devenus sédentaires, ils ont commencé à ce moment-là à essayer de produire le plus possible d'aliments. Ils se sont aperçus que les céréales étaient intéressantes parce qu'elles pouvaient être conservées pendant l'hiver. Par contre, elles étaient en très petite quantité. Le blé originel, c'était comme pour ceux qui le connaissent, la folle avoine maintenant. Une dizaine de graines qui se battent en duel, si on peut dire, sur une tige d'herbe. Et c'était le blé originel. Quand on voit le blé maintenant avec un gros épi, on comprend que ça a changé, qu'il y a quelque chose qui a changé. Et ça a changé comment? De façon naturelle, avec des rapprochements. On a fait des hybridations, on a fait des croisements entre les différentes espèces de plantes. Et à ce moment-là, les hybridations ont changé le génome de la plante, qui a produit davantage de quantité de grains, mais qui a produit un blé avec des protéines différentes du départ, et on n'a plus les enzymes pour digérer ces protéines. Au départ, la nature, le bon Dieu ayant bien fait les choses comme on veut le dire, donc, on avait des enzymes pour digérer toutes les protéines qui se trouvaient sur la Terre. Sous l'influence de l'homme, les protéines ont changé dans le blé, et nous, nos protéines, si pour une plante, le génome peut changer en une année, pour les hommes, ça fait 150 000 ans qu'il n'a pas changé, et on a toujours la même production d'enzymes. Donc maintenant, on n'a plus les enzymes pour digérer le blé moderne. Et donc maintenant, bon, il y a des croisements qui ont été faits, donc on était au départ avec 7 paires de chromosomes dans le génome, on est passé à 14 paires de chromosomes, et maintenant on est à 21 paires de chromosomes avec les blés modernes, les froment, et donc on ne sait absolument pas digérer ces blés-là. La conclusion, c'est qu'on ne peut pas consommer de laitage et des céréales modifiées. Ça veut dire que toutes les céréales, le blé, l'orge, l'avoine, y compris le maïs également, on y reviendra tout à l'heure, ne sont pas digestibles par notre corps, notre organisme. On n'a plus les enzymes pour le digérer. Les seules choses qui restent, les deux seules céréales qui restent, c'est le riz et le sarrasin, parce que malgré les croisements, leur génome n'a pas changé. Et ce qu'on considère comme des céréales, c'est le sarrasin et le quinoa, qui permet de remplacer des céréales. Quand on parle du riz, il faut prendre du riz bio, vraiment, quoi, donc, hein, parce que bon, la plupart des riz maintenant contiennent beaucoup d'arsenic, hein, et donc il n'est pas bon de prendre de l'arsenic, qui est un poison violent. Alors, quand vous prenez du riz régulièrement comme ça, ce ne sera pas des quantités énormes, mais l'accumulation va être importante. C'est pour ça qu'il faut à tout prix prendre du riz bio, qui sera à manger en petite quantité de toute façon, puisque toutes les céréales autres et autorisées doivent être mangées de façon parcimonieuse. Là, c'est en quelques mots un résumé de ce que vous pourrez trouver sur le site bmtbv.com. Hein, et pour voir plus de détails, vous pouvez aller sur le site, l'onglet La méthode et le paragraphe Ne pas nuire. Une anecdote un petit peu, quand je revenais en France, j'avais un ami acupuncteur qui me gardait un petit peu les cas difficiles, en particulier tout ce qui était spondylarthrite ou polyarthrite rhumatoïde, qui sont un peu les mêmes maladies. Un jour, une des patientes qui vient, je lui explique qu'il ne fallait pas prendre de laitage, et elle me dit « Ah, mais alors vous êtes comme le docteur Seignalé ». Alors, avec mon ami, on a ouvert grand les yeux, parce que nous connaissions tous les deux le docteur Seignalé, on avait 10 ans d'écart en médecine, mais on avait eu tous les deux le docteur Jean Seignalé comme professeur d'immunologie et d'hématologie. Et c'était un scientifique pur et dur. On voyait mal notre Jean Seignalé en train de s'occuper d'alimentation, hein, parce que c'était un très grand scientifique. D'ailleurs, c'est lui qui a fait beaucoup de recherches sur le système HLA, qui montre un petit peu la génétique des individus. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que Montpellier a été le premier hôpital au monde, on peut dire, à réussir pratiquement toutes ses greffes de reins, parce qu'il avait introduit le concept de receveur et donneur. Et c'était donc par l'analyse des tissus et du système HLA qu'il savait qui pouvait être donneur, qui pouvait être receveur. Donc c'était un scientifique hors pair. Comment est-il venu à s'occuper de l'alimentation?
On l'a su plus tard, il était très ami avec le professeur Henri Joyeux, cancérologue, et qui a été le premier, lui, à se dire que l'alimentation était intéressante au niveau du cancer. À l'époque, au tout début des années 80, il a demandé à son ami Jean Seignalet de faire des recherches pour savoir quelle était l'importance de l'alimentation au niveau immunologique. Seignalet s'est mis sur ces travaux-là, il a fait des recours avec des amis qui étaient en Amérique, etc., pour avoir des documents un peu de tout du monde entier, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Internet et ce n'était pas facile de trouver les éléments scientifiques valables. Et c'est à partir de là qu'il a mis au point cette théorie, avec son livre « L'alimentation, la troisième médecine », que j'ai repris donc avec ces deux aspects très, très importants, l'impossibilité de digérer les laitages et de l'impossibilité de digérer les céréales modifiées, génétiquement modifiées. En ce qui concerne que l'aliment soit un médicament, là je me suis référé aux travaux de Barry Sears. Barry Sears, qui est donc un Américain, comme son nom l'indique un peu. Barry Sears est d'une famille où, depuis les arrière-grands-oncles, arrière-grands-parents, grands-parents et parents, etc., tous les hommes de la famille mouraient entre 40 et 50 ans de maladies cardiovasculaires. Quand il a eu 16 ans, le petit Barry s'est dit « Moi, je ne veux pas mourir, donc je fais médecine ». Il a fait médecine. Et à l'époque, les grands responsables des maladies cardiovasculaires qui étaient considérés, c'était le cholestérol et les triglycérides. Bon, on sait maintenant que ce n'est pas du tout le cholestérol, mais les triglycérides peuvent participer à ces problèmes-là. Il a fait de la recherche, donc, et en particulier pour trouver des molécules porteuses de médicaments oncologiques pour lutter contre les cellules cancéreuses, et de façon à ce que ces médicaments soient délivrés à la cellule cancéreuse et pas aux autres. Donc il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, et il a continué parallèlement à faire ses recherches sur les différentes portions graisseuses, si on peut dire, les acides gras de l'organisme. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a découvert l'importance des éicosanoïdes, donc, qui sont des hormones autocrines, c'est-à-dire des hormones autocrines. Ce sont des hormones qui sont produites par les cellules, qui sont à l'intérieur de chaque cellule et qui vont sortir de la cellule pour aller un petit peu humer l'ambiance et l'environnement extérieur, faire une analyse de l'environnement de la cellule, le liquide interstitiel en particulier, et puis au bout de quelques fractions de secondes, 1, 2, 3 secondes au maximum, rentrer de nouveau dans la cellule pour donner l'information à la cellule elle-même et lui donner les ordres pour créer le métabolisme répondant au niveau extérieur, pour pouvoir s'adapter au niveau extérieur. Et dans ce cadre-là, les éicosanoïdes sont de deux sortes. Ces hormones autocrines, il y a une sorte qui est anti-inflammatoire et une sorte qui est pro-inflammatoire. À propos de ces éicosanoïdes, en 1982, le Suédois Samuelsson a eu le prix Nobel pour ses recherches sur les travaux et comprendre le mécanisme d'action des éicosanoïdes au niveau notamment du cancer et des pathologies métaboliques. Ces travaux ont été repris par Barry Sears, bien sûr, mais aussi par tout un tas de labos pharmaceutiques qui ont dépensé des millions de dollars et d'euros pour essayer de comprendre le mécanisme et comment fabriquer eux-mêmes ces éicosanoïdes pour qu'ils soient anti-inflammatoires. Il faut savoir que l'inflammation cellulaire, qui est à l'origine de l'inflammation de toutes les cellules ou de certains groupes de cellules, est à la base de toute maladie. Les laboratoires étaient intéressés pour lutter, pour produire ces éicosanoïdes, mais après une dizaine d'années de recherche, ils ont abandonné parce qu'il y a impossibilité de créer chimiquement ces produits, ces hormones. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ces hormones, on peut les créer, les favoriser en agissant sur leur milieu extérieur, c'est-à-dire en agissant sur l'alimentation. L'alimentation va modifier notre liquide interstitiel et donc on va pouvoir aider à la production de ces hormones anti-inflammatoires grâce à l'alimentation. Et c'est tous les travaux de Barry Sears qui portent là-dessus et qui montrent l'importance justement des oméga 3
EPA et DHA, pour rester en bonne santé et même lutter contre des maladies qui sont déjà établies. Ces oméga 3 sont très importants et c'est surtout un rapport entre l'équilibre entre oméga 3 et oméga 6 pour pouvoir produire, pour que notre corps produise des bonnes écosanoïdes, c'est-à-dire les écosanoïdes anti-inflammatoires. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le rapport oméga 3 oméga 6 est à peu près de 1 oméga 3 pour 10 oméga 6 dans les populations occidentales européennes. Par contre, aux États-Unis, on arrive à un rapport de 1 oméga 3 pour 30, 40, 50 oméga 6 pour les Américains, quoi, donc, avec la junk food, la malbouffe, donc, c'est ce à quoi on arrive. Alors que l'idéal, c'est d'arriver à un rapport de 1 oméga 3 pour 1 oméga 6 ou 1 oméga 3 pour 3 oméga 6 au maximum. Ces oméga 3 vont permettre de lutter contre l'inflammation chronique cellulaire qui est liée justement à ce déséquilibre. Déséquilibre qui est amené par l'alimentation. Ces oméga 3 sont intéressants et donc on voit maintenant beaucoup de publicité pour justement des compléments alimentaires en oméga 3. Bon, mais en regardant les travaux de Barry Sears, on comprend bien que ça ne sert à rien parce que les oméga 3 qui sont vendus sur le marché, c'est par 500 mg, 1 gramme maximum, alors que pour avoir un effet préventif ou thérapeutique, il faut un minimum de 5 grammes quotidiens d'oméga 3 et on peut aller jusqu'à 10, 20, 30, 40 grammes selon les pathologies. Il serait impossible d'avaler avec à raison d'une gélule de 500 mg, ça ferait avaler dans certains cas 80 gélules dans la journée. Barry Sears au départ a développé des huiles de poisson ultra concentrées en EPA et DHA, qui ont l'avantage en même temps aussi de supprimer tous les métaux lourds, d'enlever tous les métaux lourds, les PCB et tous les polluants qu'on peut trouver dans le poisson. Parce qu'au fur et à mesure de la consommation des poissons, on arrive à avoir des taux trop importants de métaux lourds et tout ça. Les huiles concentrées en EPA et DHA sont la solution pour pouvoir amener la quantité suffisante de produits d'oméga 3 anti-inflammatoires. Cette huile de poisson, qui s'appelle Eikos Liquide, peut être trouvée sur le site bmtbv.com. Il est intéressant de voir un peu quelles sont les allégations du ministère de la Santé par rapport aux oméga 3. C'est pour cela que ces oméga 3, cette Eikos liquide, est intéressant dans tous les problèmes de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui sont de plus en plus fréquents, et également dans toutes les maladies cardiovasculaires, mais aussi en complément également dans les cancers et autres pathologies diverses. C'est la propriété anti-inflammatoire de ces oméga 3 qui fait leur efficacité. Le deuxième aspect développé par le docteur Barry Sears, c'est l'aspect de l'équilibre entre les glucides, protéines et lipides, qui a été établi de façon à ce qu'on soit toujours normoglycémique. C'est-à-dire qu'on ait toujours la même quantité de sucre dans le sang, qu'on ne fasse pas des hypoglycémies et des hyperglycémies. L'hypoglycémie va provoquer de la fatigue et les gens vont être mal. Généralement, après, ils vont remanger du sucre pour pouvoir être mieux, mais ils vont en manger en excès et on va se retrouver en hyperglycémie. Et cette hyperglycémie est très dangereuse parce que c'est elle qui est à la base un petit peu de toutes les inflammations. Pour limiter cette hyperglycémie, il faut toujours rester normoglycémique. Et donc, il est très important de manger des quantités réduites de sucre et de sucre lent. Pas de sucre rapide, c'est-à-dire ce qui est sucre rapide, c'est le sucre classique, mais également toutes les céréales sont des sucres rapides, et après il y a d'autres sucres qui sont beaucoup plus lents, tous les légumes verts en particulier, et les fruits sont un petit peu entre les deux, entre les sucres lents et les sucres rapides. Donc il faut une alimentation très variée, et où la quantité de sucre amenée
est faible. Pour prendre un exemple simple, si on veut prendre 2 cuillerées à café de chapelure, on aura la même quantité de glucides que dans 500 g de brocoli. Donc vous allez manger quelques 100 g ou 200 g de brocoli qui vous rempliront l'estomac, alors que 2 cuillerées à café de chapelure vous laisseront sur votre faim. Et par contre, ces 2 cuillerées à café de sucre rapide, de chapelure, vont provoquer des dégâts au niveau inflammatoire. L'excès de sucre va être à l'origine de maladies inflammatoires et notamment du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et également de l'obésité. Pour plus de détails sur cet aspect que l'aliment soit un médicament, vous pouvez voir sur le site, à l'onglet La méthode, que l'aliment soit un premier médicament. À l'issue de consultations, quand j'expliquais cela aux gens et que je leur disais qu'il ne fallait plus consommer de laitage ni de céréales modifiées, ils étaient souvent atterrés et me disaient « Et docteur, qu'est-ce qu'il reste ?» Alors, comme moi, ça faisait plus de 30 ans, 20-30 ans que je faisais ça, j'avais déjà mes idées là-dessus. Et c'est pour ça que pour aider les patients, j'ai décidé de créer ce site bmtbv.com, bien manger, très bien vivre, pour leur expliquer énormément de possibilités et ce qui nous manque, ce sont les idées. Et pour leur donner les idées, on a fait des listes de plus de 700 aliments qui sont disponibles et qu'on peut faire. Et également, dans le site, on a donné des recettes gastronomiques pour donner aussi des idées aux gens pour changer leur alimentation et pouvoir bien profiter de la vie et de la bonne chair. De plus, pour permettre aux gens de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'ils mangent en quantité. En qualité, bon, ils ont les listes qui leur permettent de savoir ce qu'ils peuvent manger. Et en quantité, on a mis en place un calculateur qui permet de savoir, en fonction de quelques mesures simples, tour de poignet, tour de taille, etc., qui sont à rentrer dans l'ordinateur, et de l'activité physique qu'on va avoir le jour, si on reste simplement assis toute la journée, ou si au contraire on fait un travail d'exercice physique dur. En fonction de cette activité physique, le calculateur va vous donner les quantités de glucides, protides et lipides que vous devez consommer, et donc également en fonction de chaque aliment. Donc c'est une façon simple de pouvoir mettre en pratique la méthode. Et au début, il faut le regarder tous les jours pendant le premier mois. On suit le calculateur, et puis après, au bout d'un moment, on a l'habitude et on fait ça à vue de nez, comme on dit, et on arrive très bien à se nourrir là-dessus. Un autre aspect de la méthode, c'est donc le mouvement. Et avec le proverbe chinois, le mouvement, c'est la vie. Ce mouvement, c'est la vie, c'est ce mouvement qui va mettre le souffle et l'énergie, le qi, en mouvement dans le corps et permettre justement une bonne vie, une bonne harmonie et avec une souplesse du corps également très importante. Avant de commencer à parler des qigong, il faut voir aussi qu'il y a des exercices simples, occidentaux, qui sont possibles de réaliser. Donc, pour ce qui est des jambes, le meilleur moyen, c'est la marche. C'est un exercice simple. Éventuellement, un petit peu de footing, mais léger. Il ne faut pas forcer du tout. Ensuite, pour ce qui est des bras, on les sous-utilise. Et à ce moment-là, il y a deux choses qu'il faut faire. C'est des haltères et des pompes. Mais dans la méthode BMTBV, on est quand même modéré. Et donc, les haltères, vous prenez 2 bouteilles, de demi-bouteilles d'eau minérale. Vous les remplissez d'eau quand même. Et puis, ensuite, vous faites des mouvements un petit peu dans tous les sens pendant 5 minutes, une fois par jour. Les pompes, pour beaucoup de gens, il n'est plus possible de faire des pompes comme on le faisait quand on était jeune au sol. Par contre, vous commencez, s'il y a très longtemps que vous n'avez pas fait de pompe, à vous mettre les pieds à 40-50 cm de mur, les mains contre le mur, et vous faites les pompes avec le mur, simplement en vous reposant comme ça. Petit à petit, vous allez pouvoir aller plus loin et faire les pompes sur une table ou sur une chaise. Ce qui est important aussi, parce que ça fait des exercices qui sont davantage anaérobies. Quand on fait ces choses-là,
il vaut mieux le faire, on le fait davantage en bloquant la respiration, alors que par exemple la marche, c'est aérobie, on respire normalement et on respire davantage quand on marche un peu vite. Et la deuxième partie, ce sont là les qigong. Et nous avons mis en évidence dans le site des qigong simples qui permettent de faire circuler le qi de façon très efficace chez n'importe qui, sans avoir besoin d'une longue pratique pour arriver à des résultats. Ce que j'ai voulu faire, c'est proposer des qigong qui soient très efficaces et très simples à pratiquer. Parce qu'il y a deux aspects dans le qigong. Un aspect que je dirais un peu plus corporel, si on peut dire, et qui permet la circulation du souffle d'énergie dans le corps, donc qui assure une bonne santé physique. Et après, il y a d'autres qigong qui sont plus spirituels et qui sont dans le cadre davantage d'une ascèse spirituelle qui dépasse un petit peu le cadre de la méthode. Le qigong, au départ, en fait, s'appelait le Daoyin. C'est pour ça qu'on retrouve certaines fois des pratiques qui sont appelées Daoyin et qui a été rebaptisé qigong par Mao Tse-tung après la révolution culturelle. C'est une pratique très ancienne chinoise et qui est issue du taoïsme. Ce Daoyin au départ avait deux aspects, un aspect médical et un aspect martial. Donc on était essentiellement intéressé par l'aspect médical, mais il est intéressant de savoir que l'aspect martial, pour les Chinois, pour nous quand on parle de martial, on voit des fusils avec des baïonnettes ou des canons. Pour les Chinois, le mot martial, en fait, c'est une hallebarde. Le caractère qui écrit le martial, c'est une hallebarde, avec derrière la hallebarde un pied qui est fait pour freiner. Donc on voit que c'est essentiellement pour se défendre. Ça n'a pas du tout l'aspect d'attaque qu'on a souvent en Occident, qu'on a l'arme. C'est pour se défendre. Et qui plus est, au-dessus de la hallebarde, il y a un petit point qui montre que ça doit être fait sous l'influence du ciel. Donc on peut se défendre, mais encore pas n'importe comment. Il faut que ça ait un caractère sacré dans la défense. Pour ce qui est du côté médical, de l'aspect médical, c'est le principe de toute la médecine chinoise. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire qu'il faut faire circuler le qi, le souffle, le sang et l'énergie dans tout le corps. Et si on fait circuler régulièrement et harmonieusement ce souffle et cette énergie, on est en bonne santé. Et on va pouvoir vivre une longue vie, parce que souvent on dit que les Chinois parlent d'immortalité, les recherches taoïstes parlent d'immortalité. En fait, dans le sens propre du terme, c'est une longue vie, harmonieuse, en bonne santé, et qui devrait normalement se poursuivre jusqu'à 144 ans. C'est quelque chose qui est absolument indéniable de l'efficacité du qigong. Alors après, il y a eu des milliers de publications dessus, avec différents qigong pour différentes pathologies ou différents aspects qui ont été bien documentés. Les qigong que je propose sont donc des qigong beaucoup plus généraux et qui permettent à tout le monde de bien faire circuler son souffle et son énergie vitale dans tout le corps, de façon à rester en bonne santé ou à la recouvrer si jamais on l'avait perdue. La Jin, qui est donc la technique de qigong d'étirement des tendons et des méridiens. En fait, cette technique a été mise au point par des moines taoïstes. Et au début, ils étaient deux. Il fallait être deux, il fallait quelqu'un pour tenir la jambe de l'autre, si on peut dire. Très récemment, il y a un moine qui a eu l'idée de vouloir en faire profiter à tout le monde de façon plus simple. Et donc, il a imaginé cette table d'étirement du tendon et des méridiens. Vous la verrez à l'écran. Et cette technique de d'étirement des tendons et des méridiens, du point de vue chinois, c'est une mise en mouvement de tous les méridiens à partir de l'étirement du méridien du foie en particulier. Et donc mise en mouvement du souffle et de l'énergie. Alors c'est une pratique, quand on la voit faire sur la vidéo, qui a l'air très simple, mais ne vous en faites pas. Au début, la grande majorité des gens ne pourront pas garder la jambe droite sur le montant, mais auront la jambe pliée, plus ou moins pliée. Et il faut commencer de façon progressive. Au début, quand vous allez commencer, il faut faire un maximum 3 minutes par jambe.
Et quand vous aurez fait 3 minutes par jambe, eh bien, il y a de grandes chances que quand vous aurez fini et que vous relèverez, vous allez vous dire que vous n'allez plus marcher pendant je ne sais pas combien de temps, parce que ça tire, c'est quelque chose qui paraît presque un supplice. Et puis, au bout de 30-40 secondes, vous remarchez normalement. Et au fur et à mesure que vous pratiquez, vous allez avoir une amélioration, une élongation des méridiens, etc., de souplesse qui se retrouve et qui va vous permettre d'avancer plus avant. Nous allons vous faire voir comment utiliser la table d'étirement des tendons et des méridiens. Nous vous conseillons de prendre un minuteur pour pratiquer l'exercice le temps souhaité. D'abord, vous vous asseyez, puis vous écartez les jambes pour laisser le montant au milieu. Vous prenez un poids que vous attachez à la jambe. Au début, un seul poids suffit. Dans un deuxième temps, pour parfaire les étirements, vous pouvez ajouter un deuxième poids. Quand les poids sont fixés, vous laissez pendre la jambe, puis vous montez l'autre jambe verticalement le long du montant et vous approchez les fesses le plus près possible de celui-ci. À l'aide de la bande de strapping, vous fixez cette jambe, bien tendue, en serrant bien, de façon à ce qu'elle soit bien droite. Vous rapprochez encore un peu les fesses, puis vous étendez les bras au-dessus de la tête en tirant le plus possible vers l'arrière. Votre pied touche le sol. Vous restez dans cette position le temps souhaité et ensuite, quand le temps est terminé, vous vous relevez et vous allez enlever la bande de strapping pour libérer la jambe, puis vous allez recommencer de l'autre côté avec l'autre jambe. Quelque chose qui est important, c'est de voir ce principe du proverbe chinois qu'il faut persévérer. Un proverbe dit « Ne crains pas d'avancer lentement, redoute seulement de t'arrêter ». Donc il faut faire cette pratique tous les jours. Alors on se dit qu'on la fait tous les jours et comme ça on va la faire au moins 5 ou 6 fois dans la semaine, quoi, parce qu'on a toujours une raison ou une autre pour un jour ne pas le faire, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est en continu et au fur et à mesure augmenter de 1 minute par 1 minute. Et donc on peut arriver à pratiquer pendant, même si l'on veut, 20 minutes sur chaque jambe. Et on ressent les effets et les bénéfices de cette pratique de façon rapide. C'est quelque chose qui est très intéressant aussi pour tous les gens qui souffrent de mal de dos. Mais là aussi, il faut être très prudent et toujours se rappeler cette notion humoristique du Qigong. Le Qigong, c'est un métier de fainéant. Il ne faut jamais forcer. Parce que c'est l'histoire du chêne et du roseau. Si vous forcez dans un mouvement, et alors c'est valable aussi bien entendu pour tous les exercices occidentaux, si vous forcez dans un mouvement, vous allez tirer sur un muscle, tirer sur un tendon et vous allez casser. Si ce tendon est tendu, etc., et que progressivement tous les jours vous gagnez un petit peu, vous ne casserez jamais. Et donc la douleur, la gêne, c'est le premier signe pour dire qu'il faut arrêter, ne pas aller plus loin dans ce mouvement. Ce qui est un petit peu contraire un petit peu à l'esprit occidental, mais qui est très important pour ne pas risquer d'accident. Le Gun, l'art de rouler. Préparez un minuteur au préalable pour être averti du temps que vous avez choisi pour rouler. Commencez par vous asseoir lentement par terre, puis allongez-vous tout aussi lentement sur le dos. Ensuite, si vous voulez rouler comme ici vers la droite, repliez la jambe gauche. Elle vous permet de donner
l'impulsion nécessaire pour le départ du goun de la roulade. À chaque tour, il vous faudra vous servir de cette jambe pour pousser et amorcer le tour suivant. Essayez de vous relâcher au maximum et faites en sorte que le front touche le sol. Les mains, elles, peuvent rester dans n'importe quelle position, étendues au-dessus de la tête, repliées sur la poitrine, doigts croisés ou mains en serrant le poignet. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Arrivé au bout d'une première distance, vous changez de côté et c'est l'autre jambe qui va pousser. Vous recommencerez alternativement d'un côté puis de l'autre en fonction des allers et retours nécessaires. Quand vous avez terminé, restez allongé 1 minute. Puis asseyez-vous lentement. Restez aussi assis pendant 1 minute. Enfin, terminez en vous mettant à 4 pattes, la tête relevée 1 dernière minute. Vous pouvez, après quoi, vous relever totalement. Faites ensuite bien attention de ne pas prendre froid et de ne pas vous trouver dans un courant d'air. Pour ce qui est de la pratique du goun, il est très important de rouler très lentement et au début de ne pas vouloir faire trop longtemps parce que on va avoir une sensation de nausée qui peut être plus ou moins rapide selon les gens. Donc en général, pour la plupart des gens, on commence par 3 minutes et on allonge ensuite petit à petit. Mais si la nausée, la sensation de nausée survient avant les 3 premières minutes, il faut arrêter. Dès qu'on a la sensation de nausée, on arrête et on se relève toujours très lentement, comme c'est montré, assis, toujours allongé pendant 1 minute, à genoux pendant 1 minute, et ensuite on se relève donc dans un 3e temps. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que quand on fait ces mouvements, on va faire des pressions et décompressions de tous les vaisseaux de notre corps. Parce que dans la façon dont on vit habituellement, on fait toujours des mouvements stéréotypés et on a des muscles qui sont sursollicités et d'autres qui sont sous-sollicités. Et au niveau des vaisseaux, des petits vaisseaux, des artérioles, on va avoir des artérioles qui sont ouvertes et qui travaillent beaucoup, et des artérioles qui sont collabées, comme on dit en médecine, c'est-à-dire qui sont fermées et qui ne véhiculent pas de sang. Ce qui fait que justement, à force d'avoir ces choses-là, on va avoir des douleurs dans ces endroits qui travaillent mal, quoi. Donc ça va être le responsable de beaucoup de problèmes physiques dans notre corps. Par contre, ces gouns, ces roulades comme ça, on va faire sur tout le corps des pressions et des compressions qui vont faire que ces petits vaisseaux vont s'ouvrir. Ces vaisseaux qui s'ouvrent, c'est le chi qui passe, c'est le souffle et l'énergie qui circulent, et en même temps, ça donne une sensation de chaleur dans tout le corps. C'est pour ça que quand on se relève après, il faut faire attention à ne pas prendre froid. Et le mieux, c'est de faire cet exercice le soir avant de se coucher. Parce qu'on le fait le soir avant de se coucher, on se met au chaud dans le lit. Et en plus, l'exercice lui-même favorise le sommeil, favorise le bon endormissement et favorise un bon sommeil. La technique du grain de riz est une technique simple qu'on peut pratiquer plusieurs fois par jour et ça prend 2-3 minutes. C'est quelque chose de très rapide, mais c'est un petit peu comme si on se faisait une séance d'acupuncture à chaque séance. Parce que on fait bouger la tête et tous les méridiens, les grands méridiens, passent par la tête et le cou. Donc ces exercices vont mettre en mouvement tous les méridiens et en plus, à un niveau local, ça va permettre de lutter contre toutes les raideurs cervicales et toutes les douleurs cervicales. Vous êtes assis, les épaules tombantes, le bassin rentré,
le menton légèrement rentré. Les épaules tombantes, on l'a dit, la tête bien droite, en regardant devant vous, en imaginant que celle-ci est suspendue à un fil fixé au sommet du crâne. Puis, vous commencez par tourner lentement la tête vers la gauche au maximum, mais surtout sans jamais forcer. Arrêtez-vous dès que vous sentez les toutes premières tensions. Poussez alors le menton en avant. Puis revenez dans la position centrale. Faites ensuite la même chose vers la droite. Revenez lentement à nouveau en position centrale. Baissez ensuite la tête toujours sans forcer. Descendez alors le menton sur la verticale. Revenir en position centrale. Montez finalement la tête, toujours sans forcer, et tirez le front vers le haut sur cette verticale. Vous revenez finalement à la position centrale, et cela aura donc décrit une croix. Vous ferez ce mouvement 3 fois de suite. La deuxième séquence commence en baissant la tête et en la laissant simplement reposer sans forcer, effectuez une rotation en tournant vers la droite 3 fois. Puis, on fait la même chose 3 fois de suite en partant d'en bas également, mais vers la gauche cette fois. Ces mouvements de rotation décrivent des cercles. Pour la troisième séquence, vous partez en haut à gauche, toujours sans forcer, jusqu'à peine sentir la première tension. Avec les yeux, faites comme si vous prolongiez le mouvement. Faites ensuite l'inverse vers le bas à droite, toujours en prolongeant le mouvement avec les yeux. Cela définit donc une première diagonale. Vous faites cela 3 fois de suite. Enfin, vous partez maintenant vers le haut à droite avec le même mouvement des yeux en bout de course, puis redescendez vers le bas à gauche. Même chose encore pour les yeux. Cela définit une seconde diagonale que vous ferez également 3 fois de suite. Bon, alors la vitamine D est effectivement très très importante et je me suis intéressé à la vitamine D depuis une vingtaine d'années et en particulier avec les travaux des scientifiques américains qui ont fait beaucoup de choses là-dessus et qui se sont aperçus effectivement que la vitamine D c'était pas vraiment une vitamine mais c'était plutôt une hormone. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que la majorité des gens sont carencés, mais vraiment très carencés en vitamine D. Le problème, donc, dans ce sens-là, c'est l'utilité de la vitamine D parce on connaît l'utilisation de la vitamine D pour la fixation du calcium dans les os, mais c'est une vitamine qui est importante à tous les niveaux du métabolisme, au niveau cardiovasculaire, au niveau renforcement de l'immunité cellulaire, au niveau de la lutte contre le cancer et tout. C'est une hormone clé en fait, quoi, donc, hein. Et malheureusement, tout le monde est carencé. Alors, j'étais donc un peu branché, comme on dit, sur cette recherche de la vitamine D. Et j'avais un patient, en septembre 2009, je m'en souviens très bien, qui était un gars qui venait de prendre sa retraite, qui était toujours en short et en t-shirt, qui faisait son jardin, qui faisait de la randonnée. Et au mois de septembre, bon, il avait des petits symptômes, des choses un petit peu bizarres, quoi, mais bon, rien de méchant, mais des petits trucs qui m'ont mis la puce à l'oreille. Et à l'époque, je lui ai fait faire une recherche de la vitamine D. Et il était à 6 nanogrammes, ce qui est absolument catastrophique.
Alors bon, je lui ai fait prendre la vitamine D en quantité, donc en quantité suffisante. Et après, j'ai continué à faire des recherches un petit peu sur la plupart de mes patients. Et je dirais que 95% de mes patients étaient carencés en vitamine D. Alors, pas forcément des fois du point de vue de la législation, je dirais, française. Parce qu'en France, on donne des normes de 30 à 80 nanogrammes par millilitre, donc de vitamine D qui est nécessaire. Les Américains disent plutôt que c'est entre 80 et 130. Donc on voit déjà des gros écarts. Les Allemands sont un peu entre les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que pratiquement maintenant tout le monde est carencé, quelle que soit son activité physique et son exposition au soleil. Ce qui me fait penser qu'au niveau de la vitamine D, il doit y avoir un problème de perturbateur endocrinien. Parce que la vitamine D est fabriquée à partir du cholestérol sous l'action des ultraviolets. D'où l'importance d'avoir un cholestérol suffisant, en quantité suffisante, malgré tout le discours officiel. Il faut du cholestérol, il en faut une quantité suffisante pour pouvoir fabriquer la vitamine D et d'autres hormones également. La vitamine D va être donc produite à partir du cholestérol sous l'influence des ultraviolets. Il y a toute une chaîne, toute une série de réactions chimiques qui se produisent. Et pour que ces réactions chimiques se produisent, il y a différentes molécules du corps qui viennent prendre place dans la réaction. Or, le propre d'un perturbateur endocrinien, c'est de prendre la place d'une molécule normale de l'organisme dans la réaction en chaîne, et de stopper le processus qui aboutit à la création de la vitamine D. Et dans ce sens-là, on peut penser que c'est sûrement les bisphénols qui sont responsables de ça, parce que c'est toute la population qui est touchée. Et pratiquement, un des seuls perturbateurs endocriniens que tout le monde consomme bon gré mal gré, ce sont les bisphénols. Voilà. Donc, importance pour chaque personne de faire des analyses de vitamine D, qui étaient remboursées jusqu'il y a 2 ou 3 mois de ça, et maintenant l'ARS a demandé ou la sécurité sociale a refusé de continuer à prendre en charge le remboursement. Mais je pense qu'il est très important de continuer à faire ces analyses de vitamine D pour savoir la quantité de vitamine D qu'il faut donner et qui n'a rien à voir avec les quantités recommandées, les apports journaliers recommandés. C'est bien supérieur à ça qu'il faut donner de la vitamine D pure, donc vitamine D3. Cette vitamine D3 doit être donnée, mais il est très important parce que beaucoup de gens prennent les médicaments à jeun, alors que pour la vitamine D, il faut les prendre après un repas ou un repas qui contient des graisses en plus. Parce que la vitamine D est liposoluble, et si on n'a pas de graisse dans l'estomac au moment où on la prend, elle repart dans les selles comme elle est venue. Quand on a une alimentation saine et bio, bon, on a suffisamment de vitamine K2. Si vous voulez, la vitamine K2 est apportée par les végétaux, en particulier les légumes verts. Et le magnésium, normalement aussi, on en a suffisamment. Ce qui n'empêche pas, éventuellement, de prendre des compléments éventuels. Mais bon, si pour les gens qui mangent mal, il faut rajouter du magnésium et de la vitamine K2, pour les gens qui ont une vie saine et qui mangent bio, de façon générale, ce n'est pas nécessaire. Alors je préconise la Zimad, qui est une vitamine en plus dont les excipients ne sont pas incompatibles avec la méthode BMTVV, et bon, qui est bon marché et qui est même remboursé par la Sécurité sociale. Donc c'est vraiment tous les jours qu'il faut la prendre, et donc on a des calculs pour savoir, en fonction du taux qu'on a, combien de gouttes il faut prendre pour atteindre, mais dans les vitamines Zimad, chez la plupart des gens, c'est entre 20 et 40 gouttes par jour. Et la naissance, en fait, se prépare dès la conception. Et ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est que dans la tradition chinoise,
qui est encore valable aujourd'hui, qui continue, les gens ont l'habitude de demander l'âge de son interlocuteur. Et quand la personne dit son âge, on lui demande « je suis » ou « je suis souhait », c'est-à-dire l'âge plein ou l'âge vide. L'âge plein correspond à la date de naissance officielle, donc, et l'âge vide correspond à l'âge présumé de la conception, donc 10 mois lunaires avant. Et donc c'est intéressant de voir que les Chinois considèrent justement cette vie à partir du moment de la conception. Et l'importance après de tout le bon entretien de l'embryon et du fœtus. Une communication avec lui, il faut à ce moment-là que la mère soit dans des conditions psychologiques les meilleures possibles. Le père doit s'en occuper. Quelque part, les Chinois parlent beaucoup à leur enfant quand il est dans le ventre. Donc, et également, bon, il y a cet aspect d'écouter les bruits, etc. Et éventuellement d'écouter de la musique, faire écouter de la musique aux enfants. Ce qui est important aussi, c'est de savoir, pour comprendre un petit peu après l'enfant qui va naître, c'est la pensée, la façon dont conçoivent les Chinois. L'individu est né d'un père et d'une mère. Il a été conçu par un père et une mère, mais eux-mêmes ont été conçus par un père et une mère, et ils remontent comme ça jusqu'à 8 générations, ce qui fait qu'en fait, il y a 64 ancêtres qui se sont mis pour vous créer, vous, un individu très particulier. Et vous avez pris un peu de ces 64 ancêtres. C'est un concept qui est un peu différent du nôtre, ici, mais c'est intéressant aussi parce que déjà, dans la tradition chinoise, on avait un peu cette notion de génétique que l'on connaît maintenant en Occident. Pour ce qui est de la petite enfance, je reprendrai un petit peu les propos du docteur Gernès, qui a été un chercheur très indépendant et qui a su remanier un petit peu les paradigmes. Et donc, il s'est aperçu que dans la toute petite enfance, on avait une tolérance immunitaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans les premiers mois, dans les tout premiers mois, l'enfant était capable d'accepter n'importe quel élément qui venait du milieu extérieur. Alors qu'après quelques mois, les éléments qui viennent du milieu extérieur qui n'ont pas été reconnus assez tôt sont rejetés par l'organisme et par le système immunitaire et on arrive à tous ces phénomènes d'allergie. Donc ce qui est important, c'est au départ favoriser un petit peu le contact avec différents aliments et éléments dès le départ de l'enfance. Et on voit bien d'ailleurs que la plupart des Chinois continuent, quand ils nourrissent l'enfant au sein, commencent plutôt à partir de 6 mois à lui donner des aliments variés. Un petit peu des aliments variés, des aliments solides, ou qu'on mixe ou n'importe, ou qu'on broie. Mais on commence à lui introduire assez tôt des aliments, ce qui évite après différentes formes d'allergie. Bien évidemment, le sein de la mère est ce qu'il y a de mieux, parce que d'une part, le lait de la mère, le lait maternel, est le seul lait pour lequel nous avons des enzymes pour digérer complètement. La plupart des enzymes qu'ont les enfants permettent de digérer plus ou moins bien les laits animaux autres. Le lait de la mère est primordial parce qu'il contient justement beaucoup de DHA qui vont permettre au petit de nourrir son cerveau, qui vont permettre à l'enfant de nourrir son cerveau. Et c'est très important pour le développement neuropsychique de l'enfant. Si on donne du lait de vache, on va avoir d'une part beaucoup de caséine, donc qui est une protéine qui va être faite pour que le veau, lui, prenne du poids très rapidement. En 3 mois, le veau, il faut qu'il ait pris des os et qu'il ait doublé de volume. Le petit enfant, on cherche nous à ce qu'il prenne du cerveau, qu'il comprenne les choses. Et d'autre part, un aspect qui est souvent négligé, et que les ostéopathes connaissent bien par contre, c'est le fait que si on donne un biberon avec une tétine, l'enfant après va avoir des problèmes différents au point de vue du palais, dans la formation du palais, par rapport au fait qu'il tète sa mère, et où l'appui contre le sein va modeler un petit peu les os de sa face.
et également la cavité buccale. On trouve très souvent dans l'enfance des problèmes de gamins qui ont des otites ou des rhinopharyngites à répétition, qu'on bourre d'antibiotiques ou qu'on perce les tympans, etc. Alors qu'il suffit d'arrêter le lait de vache, car c'est en général lui le responsable, quelquefois les aliments avec les céréales qu'on ajoute dedans, mais c'est surtout le lait de vache qui est responsable, et même éventuellement des laits de petits animaux. Lait de brebis, lait de chèvre peut être aussi responsable de ces problèmes ORL à répétition. Donc le simple arrêt de ces laitages enlève immédiatement le problème les problèmes ORL à répétition. Dans le mois qui suit, pratiquement, on n'a plus de problème. Pour la petite enfance ensuite, l'idéal pour la croissance serait de mettre en place l'alimentation préconisée par BMTBV, bien manger, très bien vivre. Mais socialement, il est difficile de s'organiser pour que les enfants, si on ne veut pas les couper de la société, ne mangent pas de laitage et de céréales. C'est très difficile. Le seul cas dans lequel je préconise ça, c'est les cas où les enfants ont des maladies graves, style maladie de Crohn, rectocolite ulcéro-hémorragique, maladie de BC. Maladie de BC, c'est une maladie où les enfants ont des aftes partout. Et donc là, dans ces cas-là, il faut être très strict et enlever tout ce qui est laitage et céréales modifiées. Et on a des résultats pareils, quasi instantanés dans cette pratique. Autrement, pour les autres enfants, s'ils n'ont pas de problème particulier, ils vont manger comme tout le monde. Ils auront peut-être un petit peu quelques petits problèmes, etc. Mais c'est des problèmes qui ne sont jamais trop graves. Par contre, dès qu'on arrive à l'âge adulte et qu'on peut s'organiser, il faut absolument ne plus consommer de laitage et de céréales modifiées pour éviter le développement de toute maladie par la suite. Un aspect important aussi du développement, c'est bien entendu l'aspect psychologique, parce qu'il ne faut pas rester qu'au niveau alimentaire, mais au niveau de l'aspect psychologique, c'est très important. Et dans ce sens-là, on a en opposition les aspects de l'empathie, c'est-à-dire que si on donne vraiment de l'amour et qu'on s'occupe des enfants, etc., on va favoriser leur développement neuropsychique, ils vont être beaucoup mieux, etc. Ils vont avoir une sociabilité très importante. A l'inverse, par contre, si les enfants sont traumatisés par des abus de toutes sortes, que ce soit des abus sexuels ou des sévices corporels, etc., on va avoir des enfants qui vont être stoppés dans leur croissance. On arrive même à avoir des arrêts de croissance chez les tout petits, et également par la suite des enfants qui sont insociables, qui ne peuvent pas vivre en société, qui sont toujours ou violents ou actifs avec des réactions improbables et tout ça. Et ce qui est très intéressant là-dessus, ce sont les travaux du docteur Perry, qui est un Américain, un pédopsychiatre américain, qui a écrit un livre qui s'appelle Le garçon qui a été élevé comme un chien. Pour la petite histoire, donc, il s'est occupé d'un gamin qui avait été enlevé de sa famille parce qu'il avait subi des violences, et ensuite il avait été confié à un oncle qui était très gentil avec lui, qui s'occupait très bien de lui, mais qui partait toute la journée et qui laissait le gamin tout le temps avec les chiens. Il avait 4 ou 5 chiens qu'il aimait bien aussi, et il laissait ce gamin avec ses chiens. Et l'enfant ne pouvait pas se développer, n'arrivait pas à comprendre les choses. Et il a fallu un travail de longue haleine pour comprendre et remonter toutes ces choses-là. Donc ce qui est très important, c'est d'essayer d'éviter au maximum les violences chez l'enfant. Malheureusement, dans cette société, les violences sont toujours présentes. Et après, ce qu'il faut, c'est avoir des gens qui puissent récupérer ces gamins avec de la patience et beaucoup d'empathie. Pour les personnes âgées, pour éviter justement ce qu'on peut appeler le glissement, qu'on appelle, si vous voulez, c'est quand les personnes sont laissées seules, isolées, et sans contact et puis sans activité, petit à petit il y a un glissement qui va conduire à la mort rapide, alors que si les personnes sont stimulées,
grâce à la neuroplasticité dont parlait le docteur Gernez en particulier, cet aspect qui fait qu'à partir de cellules souches, on peut soi-même reconstituer des neurones. Et donc le vieillissement, en quelque part au niveau cérébral, c'est une perte de neurones. Si on stimule les neurones, on peut stimuler également ces cellules souches et recréer des neurones, contrairement à ce qui avait été dit pendant pas mal d'années. Mais donc, à partir de là, il faut bien se rendre compte qu'il faut une stimulation psychique importante, c'est-à-dire qu'il faut entraîner les personnes âgées à se rencontrer, à avoir des activités, qu'elles soient physiques ou intellectuelles. Également, par des jeux, les Scrabble, des jeux de cartes ou comme ça. C'est très important pour pouvoir permettre aux personnes âgées de garder leur autonomie et tout leur cerveau et lutter contre toutes ces maladies dégénératives qu'on voit maintenant, c'est l'Alzheimer ou des démence sénile précoce. Et ça, c'est un petit peu, on le voit, un bon exemple, à contrario, c'est la façon dont les Chinois se retrouvent. C'est organisé en général au niveau des communes, des mairies ou des petits comités de quartier. Les gens se retrouvent soit le soir, soit le matin, ça dépend des endroits et des saisons, bien entendu, dans un endroit donné, et ils vont faire soit du Qigong, du Tai Chi Chuan, de la danse, des danses classiques, des danses tango, etc. Mais ils vont se retrouver, avoir une activité pendant une petite heure, et ensuite rester ensemble et parler, bavarder entre eux, etc. Et ça, c'est vraiment une des clés pour avoir une vieillesse heureuse et en bonne santé. Dans le cadre de la méthode BMTBV, on propose également 4 vidéos qui vont détailler bien profondément les aspects de la formation. Alors ces 4 vidéos, il y a une première vidéo qui est faite sur la rectification alimentaire selon les principes de Jean Seignalé. La deuxième vidéo qui est faite sur l'équilibre glucides, protéines, lipides et oméga 3 selon les principes du docteur Barry Sears. La troisième vidéo explique pour les gens qui ne sont pas trop habitués à naviguer sur Internet et tout ça, comment se servir du site. Parce que c'est une grande aide pour savoir calculer qu'est-ce qu'il nous faut manger, comment il nous faut le manger. Mais beaucoup de gens ne savent pas manipuler l'Internet et l'ordinateur. Donc cette troisième vidéo est essentiellement faite pour ça, pour expliquer aux gens, pas à pas, comment se servir du site. Et une quatrième vidéo après, qui fait un peu un panoramique des différents produits que nous proposons sur le site bmtbv.com, avec essentiellement l'Eikos liquide, plus d'autres produits qui sont des produits un petit peu de base et nécessaires selon les pathologies auxquelles on peut être exposé. D'autre part, nous allons produire une lettre hebdomadaire qui va s'appeler Se prendre en main, et donc le site c'est spem.com, spem.com, et où on va aborder un petit peu justement un suivi pour les gens qui pratiquent la méthode BMTBV, pour des conseils tous les jours et de comment bien appliquer la méthode, mais également comment se soigner tout seul, avec rien, pour soigner beaucoup de choses, simplement avec ses mains, sa tête et son cœur. Et plus tout un tas de petits trucs, donc pour savoir que par exemple quand on reçoit un choc, qu'on a un bleu, qu'on va avoir un bleu, comment faire pour simplement, en 5-10 minutes, se masser et faire que le bleu n'apparaisse pas. Tout un tas de petites choses comme ça qui vont être données au quotidien, de façon hebdomadaire. Également, les résumés de certains livres qui des fois sont un peu difficiles à lire pour le grand public, et de les rendre un petit peu plus faciles à comprendre, puisque les références sont données dans les livres, mais après, il est plus facile de comprendre les choses sans être embarrassé par tout un tas de références ou de détails qui sont trop techniques. Et enfin, éventuellement, selon l'actualité,
des articles que nous prendrons de différents domaines, différents médias.